Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, nous avons exploré avec Laurence Casini le fonctionnement de notre système attentionnel, les outils pharmacologiques et comportementaux permettant d'améliorer ton attention, ainsi que l'impact des réseaux sociaux sur ton attention et ta motivation à poursuivre des objectifs à long terme. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser au fonctionnement de la perception temporelle et comment celle-ci varie en fonction de l'attention que l'on porte à la tâche que l'on est en train de réaliser. En effet, nous allons voir comment l'attention influence la perception du temps qui passe, ainsi que la perception du temps passé dans nos souvenirs. Si tu veux comprendre pourquoi certaines heures de cours te semblent interminables alors que tes vacances semblent passer en un éclair, et paradoxalement, pourquoi est-ce qu'en souvenir, l'année scolaire semble avoir été beaucoup plus courte que tes vacances, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre pourquoi lorsque tu t'ennuies, le temps semble passer si lentement, quel rôle joue l'attention dans ce processus, pourquoi vivre dans le moment présent pourrait permettre d'avoir l'impression d'avoir plus vécu, pourquoi tu ne vois pas le temps passer lorsque tu scrolles sur les réseaux, est-ce que notre âge influence la vitesse à laquelle semblent passer les années, quel rôle joue la nouveauté dans la perception temporelle, pourquoi une heure d'ennui peut sembler si long sur le moment et pourtant semble être passée en un éclair dans nos souvenirs, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu sauras comment ton attention et les circonstances influencent ta perception temporelle et tu seras à même d'utiliser ces principes pour influencer tes futurs souvenirs et te donner l'impression d'avoir plus vécu. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Et sans plus attendre, voici Laurence Casini. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir faire l'épisode. Pour commencer, j'aimerais bien voir donc comment se passe la perception temporelle et donc peut-être déjà nous expliquer comment le cerveau se synchronise et comment est-ce que du coup sur quelle base temporelle est-ce qu'il se fait, comment est-ce que du coup sur quoi est-ce qu'il se cale comme rythme pour du coup après synchroniser toutes les fonctions etc. dans le temps. Moi, je travaille sur la perception temporelle, sur comment notre cerveau il perçoit le temps déjà. Il perçoit les durées. Après, l'action que tu me poses sur la synchronisation, c'est un peu autre chose, mais c'est un lien aussi. Alors, attends, la question de la synchronisation, ça va être par exemple, si j'ai bien compris ce que ta question, c'est comment le cerveau il fait pour synchroniser des stimuli décalés ou des choses comme ça. En fait, c'est est-ce qu'il y a une horloge interne, une sorte de tic-tac qui permet du coup au cerveau de savoir quand est-ce qu'un stimuli A est arrivé, quand est-ce qu'il y a le B. Parce que par exemple, bon, ça va être le binding, par exemple, le fait que les informations visuelles arriveront bien plus vite que les informations qui touchent mon orteil. Et pourtant, quand je tape un orteil dans un mur, j'ai pas, ah, je vois mon orteil taper et la douleur qui arrive après, ça synchronise les deux en même Ouais, ouais, temps. c'est ça. Oui, oui. Bah, donc ça, c'est effectivement, ce dont tu viens de parler, c'est en fait, le cerveau, il gère ce qu'on appelle une fenêtre temporelle. Alors, c'est lié à l'attention aussi, ça, en fait, hein, le binding. Mais donc, en fait, il y a un système de, oui, en quelque sorte, de fenêtre temporelle, donc qui, en fait, le cerveau va créer un petit décalage. Il va garder l'information pendant un temps, et puis après, hop, il va les associer, il va les intégrer. Donc, c'est ça, le binding, c'est le liage. Il va faire un liage perceptif pour créer le percept, en fait. Donc, ça, ouais, en gros, c'est ça qui nous permet de fondre, de faire fusionner des informations de modalités différentes qui, effectivement, ont pas du tout la même vitesse de propagation, quoi, entre la lumière et le son, notamment. Mais, et en plus, le cerveau, il a, comment dire, une espèce de tic, c'est qu'en fait, il essaie tout le temps de prédire en permanence. Donc, en fait, il y a aussi ce phénomène de prédiction. Donc, il va prédire que les événements vont arriver. Donc, il y a aussi le fait qu'il va s'ajuster en permanence au contexte, à l'expérience passée, pour prédire le moment réel, etc. Donc, il y a aussi ce cerveau prédictif qui participe à ça, en fait, à cette intégration des informations différentes, mais en un instant T. Mais sinon, oui, on a... enfin, alors cette fenêtre temporelle là, dans laquelle qui va permettre de lier des informations de nature différente, elle est variable selon les individus. Elle peut être modifiée dans différentes pathologies notamment, et elle évolue aussi au cours du développement. Donc elle devient de plus en plus précise en fait, hein, cette fenêtre temporelle.
Et ça peut être relié, bah oui, à la perception temporelle. Donc la perception temporelle qui va dépendre justement d'une horloge interne. Enfin, donc je sais pas si tu veux qu'on parle de la perception temporelle aussi, mais Oui, bah oui, totalement. C'était les questions suivantes. donc la perception temporelle, en fait, elle repose. Alors, c'est une question qui anime les esprits depuis un moment parce que, à la grosse différence de l'audition, la vision, etc., on n'a pas un organe sensoriel dédié spécifiquement à mesurer le temps. Pourtant, on sait bien que le temps, il est traité par le cerveau parce que si je te présente deux stimuli strictement identiques mais qui ne varient que par leur durée, donc genre si je fais apparaître un cercle sur un écran pendant une durée courte ou si je fais apparaître pendant une durée longue, enfin, genre 500 millisecondes et 800 millisecondes, et je te demande si c'est les mêmes ou pas, tu sauras me dire qu'ils sont différents. Alors que la seule chose qui a été différente, c'était leur durée, tout le reste était pareil. Donc, en se basant sur des observations de ce type-là, petit à petit, on en est quand même arrivé à se dire non, mais il doit bien y avoir quelque chose dans le cerveau qui traite ça, qui traite la durée des événements pour que on puisse vraiment comme ça se rendre compte que les événements sont différents s'ils diffèrent que par leur durée. Et donc, petit à petit, ça a imposé l'idée que très certainement, oui, il y avait quelque part dans le cerveau des structures qui seraient impliquées dans cette perception des durées. Et on s'est intéressé donc à comment ça pouvait fonctionner. Et il y a plusieurs hypothèses, mais pour une certaine gamme de durée, on va dire quelques centaines de millisecondes à quelques secondes, on pense quand même que c'est un processus cumulatif. Donc en fait, il y aurait quelque part dans le cerveau cette horloge interne. Cette horloge interne, elle reposerait sur différents processus, donc notamment d'abord une composante qui libérerait en fait, enfin, qui produirait des événements de manière régulière. Donc ça peut être lié à la fenêtre temporelle, ça tu vois, la question que tu posais tout à l'heure. Donc des événements à un rythme assez régulier. Et quand on fait attention à une durée, par exemple, eh bien en fait, on va stocker ces événements réguliers qu'on peut appeler des informations, des impulsions temporelles, par exemple. On va les stocker dans une structure en particulier et en fait, au fur et à mesure que le nombre d'impulsions augmente, la durée va nous paraître plus longue. En fait, la perception de notre durée dépend de cette quantité d'impulsions qu'on a stockées. C'est un petit peu comme les grains de sable dans un sablier, en fait. Plus on en a, plus le temps est important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire le lien avec l'attention. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'en fait, si on ne fait pas attention à la durée, eh bien, en fait, on va moins bien percevoir le temps, mais ça, c'est normal pour n'importe quelle perception. Si tu fais pas attention, tu perçois moins bien. Mais la grosse particularité du temps, c'est que tu vas faire des erreurs. En fait, tu vas avoir des illusions toujours dans le même sens. C'est que tu as toujours l'impression que le temps écoulé est plus court, en fait. Et ça, c'est parce qu'on a fait l'hypothèse que si l'attention n'est pas focalisée sur la durée, ces impulsions temporelles, là, elles sont perdues. Elles viennent pas dans cet accumulateur, en fait. Elles sont pas accumulées. Donc, il y en a moins, et du coup, la durée paraît plus courte. Donc, il y a un lien fort entre l'attention et la perception temporelle. Et ça, c'est ce qui explique pourquoi, par exemple, quand on est dans une soirée, qu'on s'éclate, qu'on fait la fête et tout, le temps, il paraît super court, parce qu'en fait, à ce moment-là, tu t'adresses pas du tout au temps, tu fais pas du tout attention au temps qui passe. Donc, tes impulsions, ben, elles vont pas s'accumuler, hein, elles disparaissent. Et au moment où tu vas faire attention au temps, ben, il y aura très peu d'impulsions accumulées. Alors que quand tu es dans une salle d'attente, que tu attends et que le temps paraît ne pas passer et s'éterniser, bah là, c'est parce que tu es focalisé là-dessus. Donc, en gros, ces impulsions, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent. Et quand tu fais le bilan, en fait, tu as l'impression qu'il y a eu un temps infini qui est passé, alors que non. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, l'attention, en fait, qu'on donne au temps va vraiment venir moduler la perception qu'on en a. Et on a vraiment beaucoup de facilité à créer des illusions temporelles, en fait. Le temps qui s'allonge, le temps qui se rétrécit. Donc, le temps, c'est quelque chose qui fluctue énormément, en fait. La perception du temps, elle est très fragile et sensible à énormément de facteurs, en fait. Et, voilà. Donc ça, c'est un peu comment ça fonctionne et c'est un peu le lien entre l'attention et la perception temporelle. Mais après, il y a d'autres facteurs qui jouent sur la perception temporelle. Et du coup, c'est quoi ces facteurs?
Par exemple, ça dépend où tu veux aller. Donc, par exemple, par exemple, la dopamine, toujours elle, elle est aussi beaucoup impliquée dans la perception temporelle parce que, notamment, on pense qu'elle règle la vitesse à laquelle ces impulsions vont être libérées. Donc, si on a une forte taux de dopamine, les impulsions vont être accélérées. Si on a peu de dopamine, elles vont être ralenties. Donc ça aussi, ça joue sur la perception du temps. On sait qu'il y a les émotions qui vont venir jouer sur la perception du temps parce que les émotions, elles vont venir alors indirectement moduler aussi le niveau d'activation cérébrale qui joue aussi sur cette vitesse de libération des impulsions. Et puis les émotions, elles peuvent aussi capturer ton attention, donc du coup, il y en a moins pour le temps, etc. Donc il y a eu pas mal d'études là-dessus. Donc c'est différents facteurs qui viennent moduler la perception du temps. Ça, c'est les principaux en fait. Mais le cannabis, l'alcool, tout ça aussi, ça crée des illusions temporelles, ça fait bouger en fait, ça crée des distorsions temporelles aussi. Et du coup, ça va être par là que va jouer les psychédéliques ou avec cette impression quand les gens en prennent d'avoir fait quelque chose qui a duré, je sais pas, 1 million d'années ou 100 000 ans, C'est enfin, ça. une sorte d'éternité momentanée. Donc là, ce serait juste un arrêt du comptage complet des Ouais, pipères. un ralentissement, ouais, un ralentissement de ces impulsions. Et puis aussi, ça peut être aussi le fait justement que l'esprit, il part, il est capturé par plein d'autres choses, parce que quand on est par exemple sous l'emprise du cannabis, on a des informations sensorielles qui sont décuplées, donc ça va venir capturer ton attention, et du coup, il n'y en a plus du tout pour le temps, et du coup, ces impulsions s'accumulent pas, et ta perception temporelle, du coup, est complètement déformée, alors dans un sens, dans l'autre, ça dépend un peu ce qu'on a pris, quoi. Mais ouais, ça crée beaucoup de distorsions temporelles, en fait. Et c'est quoi le lien du coup avec le TDAH? Enfin, comment est-ce que le TDAH vient influencer la perception du temps? Déjà, est-ce qu'il la touche? Et est-ce que justement ça va être une impression que le temps est beaucoup plus long, une impression que le temps est plus court? Est-ce que ça va dépendre? Alors, il y a des études sur le TDAH, sur le temps. Nous, on en a fait aussi pas mal. Et en fait, un des aspects qui revient le plus souvent, c'est qu'en fait, le TDAH, il va avoir l'impression que le temps s'allonge. Donc, un temps très court va lui paraître plus lent. Alors, ce qui est assez contre-intuitif, par exemple, très honnêtement, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le TDAH, et au début, je travaillais sur le TDAH en lien avec le temps, parce que dans le TDAH, il y avait un déficit de dopamine, que le temps, la dopamine, c'est important. Donc pour moi, le TDAH, c'était un modèle, en fait, pour mieux comprendre l'impact de la dopamine sur le temps. Mais mon idée, c'était que comme ils avaient un trouble de l'attention, je pensais qu'ils allaient justement sous-estimer le temps, puisqu'ils allaient avoir du mal à focaliser leur attention. En fait, c'est pas du tout ce qu'on a observé, ce qui d'ailleurs apporte des précisions sur le type attentionnel touché dans le TDAH. Mais et au contraire, en fait, les enfants avec un TDAH, ils ont tendance à avoir cette sensation d'un allongement des durées. Et ça, on pense que ça peut être expliqué aussi pourquoi ils sont hyperactifs ou impulsifs. Parce qu'en fait, s'ils ont l'impression que le temps dure longtemps, au bout d'un moment, ils remplissent ce temps, en fait. Ils remplissent ce temps en bougeant, etc., même en étant distraits, en allant s'intéresser à autre chose, etc. Donc là, on est en train d'essayer de comprendre le mieux possible justement ce lien entre cette perception temporelle qui s'étire et l'impulsivité. Et notamment, on a fait une étude il n'y a pas très très longtemps, qui n'est pas encore publiée, où on avait à la fois mesuré la perception du temps chez les enfants avec un TDAH et leur capacité d'impulsivité, d'inhibition en fait. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un lien, c'est-à-dire que ceux qui avaient cette surestimation du temps la plus grande étaient également ceux qui avaient une impulsivité la plus importante, donc une moins bonne inhibition. Donc en fait, cette hyperactivité plus forte. Donc ça, c'était relié, donc ça semble aller un peu dans ce sens-là. Donc peut-être que le temps, c'est quelque chose qui est dessous, en fait, plus primaire, on va dire ce déficit temporel, il est plus primaire et il peut amener aussi à mieux comprendre ces déficits dans le TDAH. Donc ils ont ce type de problème, mais ils ont aussi des problèmes de
de planification, donc d'organisation. Donc ça, c'est une autre échelle. Mais ils ont aussi un problème de désorganisation temporelle, en fait, déstructuration temporelle, c'est-à-dire un peu de mal à se projeter dans le temps, passé, futur, etc. Donc c'est compliqué pour eux, quoi. Donc, à organiser les événements dans le temps. Mais ça, c'est un peu autre chose, en fait. Ça repose sur d'autres processus. Donc, c'est plus difficile à mettre en lien directement avec la perception temporelle. Pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, enfin les formats courts qui venaient justement entraîner un petit peu l'attention à décrocher constamment et être tout le temps dans un état de distraction. Ce qu'on remarque aussi chez les jeunes depuis qu'il y a les réseaux sociaux, etc., après ça va être pour plein d'autres soucis aussi, mais l'une des choses qu'on voit, c'est aussi une difficulté chez les jeunes adultes, là, parce que j'ai l'impression que chez les adolescents, etc., ça fait peut-être plus partie d'un développement normal, mais une difficulté à se projeter au long terme et une difficulté aussi du coup aussi, je pense que du coup, ça doit être lié à la dopamine. Dans le fait de se projeter au long terme, c'est-à-dire qu'on va devoir envisager des étapes, on va aussi devoir prendre les étapes. Souvent, c'est des étapes longues. Du coup, la dopamine met du temps à arriver. On va avoir des pics plus ou moins réguliers, mais au long terme. Par rapport à justement quelque chose au court terme, on a juste plein de simulations d'un coup. Et donc, justement, est-ce que ce problème de planification au long terme, est-ce que ça pourrait être en partie expliqué par justement ce manque de dopamine qui est impliqué, qui est une conséquence juste du fait que si on fait un objectif au long terme, elle va mettre plus de temps à arriver. C'est une question intéressante qui, en gros, ça revient un peu à savoir si les capacités de planification peuvent être impactées, reliées d'une manière ou d'une autre au système de la récompense, finalement. Ça, je pense que c'est intéressant. Par exemple, j'ai pas la réponse vraiment précise à ta question parce que c'est vraiment pas quelque chose à laquelle j'ai déjà réfléchi, mais quand même, ça me fait penser que les enfants avec un TDAH, notamment, ils ont un problème aussi il y a une piste explicative du TDAH qui est liée à un problème motivationnel. Donc, par exemple, un enfant avec un TDAH, il va très souvent, majoritairement souvent, choisir une petite récompense mais immédiate plutôt qu'une grosse récompense mais plus tardive. D'accord ? Donc, il veut quelque chose de plus court, en fait. Et ça, c'est associé aussi à des modifications neurobiologiques dans le circuit de la récompense. Donc, c'est pour ça que on pense qu'il y a peut-être aussi une hypothèse motivationnelle qui explique leur comportement. Parce qu'en gros, quand ils peuvent pas avoir tout de suite leur récompense, ils vont remplir le temps et c'est ça qui les rend hyperactifs, etc. Parce qu'ils sont frustrés et tout. Ils savent pas gérer la frustration correctement. Donc, pour faire le lien avec ce que tu dis, oui, peut-être que ça peut être intéressant d'essayer de lier la planification qui demande forcément à réfléchir à plus long terme avec la récompense. Et oui, peut-être qu'effectivement, à force d'avoir ce système de la récompense hyper sollicité en permanence avec toujours pareil, c'est des sortes de réseaux sociaux, etc. Peut-être que c'est un effet secondaire, en gros, de cette sursollicitation du système de la récompense. Et qu'effectivement, projeté à plus long terme, avec la récompense qui va arriver beaucoup plus tard, ça soit quelque chose de plus compliqué à mettre en œuvre que pour les nouvelles générations. C'est pas impossible. Mais je vois pas clairement d'études qui s'intéresseraient comme ça de manière très spécifique au lien entre la planification et le système de récompense. Mais c'est intéressant. Le problème de la planification, en plus au long terme, c'est que le fait de devoir avancer vers cet objectif au long terme va nécessiter des efforts sur des tâches, du coup, où tu as besoin d'être concentré, où ça va peut-être être un petit peu ennuyant parfois. Mais du coup, même si le fait de consommer les réseaux sociaux touche pas directement l'attention, ça reste du coup le côté addictif que tu vas préférer faire plutôt qu'une tâche ennuyante. Et du coup, ça devient, j'ai l'impression quand même se mettre dans la voie de, bon, je peux faire ça au long terme, il y a le cerveau qui planifie, il a une idée des étapes qu'il faudra prendre, il a une idée du niveau de récompense, comment est-ce qu'il va la distribuer. Et de l'autre côté, il voit cette intensité de découverte de plein de choses. Et donc, il va juste évaluer, je sais pas, je me dirais que d'un point de vue, par exemple, évolutif, si le TDAH perçoit le temps, comme vous disiez, plus lentement, qu'il va avoir l'impression que le temps dure beaucoup plus longtemps, si on lui propose une récompense et qu'on lui dit, tu peux l'avoir tout de suite ou dans 5 minutes,
le fait que dans 5 minutes, elle soit doublée, d'un point de vue évolutif, on va juste regarder si dans 5 minutes, la récompense vaut le coup, une sorte de ratio temps-récompense. Par contre, si ce qui est perçu, c'est 2 jours, là, j'abuse par rapport à 5 minutes, mais si ce qui est perçu, c'est beaucoup plus grand, peut-être que du coup, le ratio change et qu'en fait, c'est juste une décision rationnelle, entre guillemets, d'un point de vue évolutif, qui va être que pour lui, le temps est perçu comme beaucoup plus long, donc on va lui dire 5 minutes, il va le percevoir comme 10 minutes, et tout d'un coup, pour 10 minutes d'un point de vue évolutif, le ratio temps investissement dans la ressource devient négatif, et donc vaut mieux prendre la ressource normale et prendre ces 10 minutes pour aller en chercher une autre ou pour faire autre chose. Et donc, je me demandais s'il y avait des pensées là-dessus ou des choses comme ça qui viendraient expliquer peut-être ce décalage. Alors, il y a des études qui commencent à s'intéresser à ça, c'est ce qu'on appelle l'exploration ou l'autre terme, l'exploitation en fait. En fait, c'est marrant ce que tu dis là parce qu'il y a des études qui commencent à s'intéresser à ça chez l'animal et chez l'homme en fait, et qui sont impactées par l'économie. Parce que ça, c'est des théories économiques liées à l'économie entre l'exploitation d'une ressource et l'exploration pour arriver à trouver la ressource, etc. Donc, ce ratio-là. Et voilà, je sais qu'il y a des études, même actuellement sur Marseille, il y a une équipe qui travaille là-dessus, ça se développe. Après, j'ai pas vraiment beaucoup plus de connaissances là-dessus. Mais oui, c'est quelque chose d'intéressant. Et je pense, mais le cerveau, il fonctionne comme ça, en permanence. Lui, il évalue toujours le coût en fait, dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'aller vers quelque chose d'automatique que vers quelque chose de contrôlé, parce que quelque chose d'automatique, ça demande pas peu de ressources, quelque chose de contrôlé, ça en demande beaucoup. Donc, on est exactement dans cette même logique-là, en fait. Le cerveau va toujours aller vers ceux qui lui demandent le moins. Donc, si à un moment donné, il fait le calcul qu'il vaut mieux prendre la petite récompense, mais tout de suite, plutôt que quelque chose de beaucoup plus gros dans 2 heures, il ira vers la petite récompense petite, ça c'est sûr. Même naturellement, donc c'est pas nécessairement associé à un dysfonctionnement. Mais il se trouve que, a priori, chez le TDAH, c'est renforcé, c'est exagéré. Et donc, c'est là que ça devient, on va dire, dysfonctionnel. Mais pour en revenir à la planification, justement, ça me fait penser que une des techniques adaptatives, enfin, des techniques stratégiques qu'on donne aux enfants avec un TDAH, qui pourraient les aider, ou même aux adultes d'ailleurs, pour les aider avec leurs problèmes de planification, c'est de découper leurs tâches c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, en plein de petits morceaux, pour que, en fait, ils aient plein de petites récompenses. Parce qu'à chaque Oui. fois parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'on a réussi quelque chose, on a un petit shoot de dopamine. Et même en général, on sait que plus l'effort qu'on a donné pour atteindre notre but est important, plus le shoot de dopamine sera important. Donc, normalement, on est quand même censé aussi un peu aimer l'effort, parce que. Mais donc, en gros, oui, c'est une stratégie qu'on donne de découper l'objectif en plein de petites sous-tâches. D'abord parce qu'il faut rester concentré moins longtemps, mais en plus parce qu'on a ces petites récompenses à chaque fois qu'un des objectifs est atteint. Donc, c'est un autre moyen de solliciter. Donc oui, je pense que clairement, même si ça n'a pas été étudié de manière spécifique, il y a très certainement des liens importants entre ça, entre la planification et la récompense. Ouais. Et justement, dans ce côté-là du système d'exploration et de planification, ce que vous disiez, du coup, c'est justement l'idée de décomposer le grand objectif en plein de micro-objectifs. Ça permet à chaque fois d'activer le grand objectif, de sentir la récompense dès qu'on a plein de petites avancées. Et vu que la dopamine, c'est un marqueur d'avancée vers l'objectif, ça va permettre du coup d'avoir les récompenses. Et du coup, donc, ça va être l'idée d'aimer l'effort, que ce soit un athlète qui prépare pour une compétition ou n'importe quoi. Mais le souci, ce que je vois, j'ai l'impression, c'est que c'est un système d'exploration en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va se servir du système d'exploration, on va mettre notre objectif et en avançant vers celui-ci, ça va être une sorte de système d'exploration. On va en découvrir de plus en plus sur la tâche, on va se rapprocher de notre objectif. Mais quand de l'autre côté, maintenant qu'on a le téléphone ou n'importe quelle stimulation rapide, on vient utiliser ce système d'exploration de manière beaucoup plus rapide. Et donc, je me demande si le cerveau a pas juste l'impression que le grand objectif, c'est bien, c'est une bonne exploration, ça va nous emmener quelque part, mais là, ça, c'est une exploration illimitée, et peut-être qu'il traite justement cette exploration que nous, on sait subjectivement comme ça, qui est sans sens, etc. Lui, à l'inverse, la traite comme la chose la plus précieuse, puisque ça va stimuler des choses négatives, et donc il va apprendre plein de choses, et du coup, il va être constamment dans de la découverte, et donc justement, il y a le double piège où en plus, on vient prendre ce système d'exploration et l'enlever, le surstimuler, lui donner l'impression que c'est ça la vraie quête à poursuivre, que c'est ça l'intérêt, que du coup ça vient encore plus
empêcher la planification, etc. Puisque là, on a une sorte de planification instantanée constante. Oui, mais c'est un peu ça le problème c'est ça, c'est un peu ce que je disais au tout début. C'est avec les formats courts là, c'est ça, c'est que en fait, le cerveau adorant la nouveauté. Et la nouveauté, en fait, l'exploration, c'est ça, hein, c'est ce qui va te faire aller vers la nouveauté. Le ratio entre exploration et exploitation, c'est juste qu'à un moment donné, tu décides de t'arrêter pour exploiter la ressource. Donc, je reste là maintenant parce que c'est là qu'il y a un truc intéressant à faire. Et justement, la question sur laquelle j'en travaille actuellement, c'est à partir de quand je décide que là, il faut que je reste pour exploiter et que j'arrête d'explorer. Mais parce que le cerveau, oui, naturellement, je pense qu'il a une forte propension à aller vers la nouveauté. Donc c'est exactement ça, c'est ce que tu dis, hein. En fait, ces nouveaux systèmes, ces réseaux sociaux, internet, tout ce que tu veux, quelque chose ce qui en fait amène de la nouveauté sans arrêt, bah oui, quelque part ça leurre le cerveau. Lui en fait, et ça oui, ça crée je pense un biais vers ce type de comportement parce qu'effectivement le cerveau, il adore ça, il aime ça, il a sa récompense, tout. Lui, il se plaît énormément dans cette situation-là. Mais le problème, c'est que la vraie vie, elle est pas faite comme ça. Donc, pour être pour être adapté à la vraie vie d'aujourd'hui, ça marche pas. Mais c'est ça, et parce que j'ai l'impression que c'est vraiment... J'ai l'impression que les réseaux sociaux, enfin en fait ce format-là, ça a été construit pour répondre à ce que notre cerveau a été câblé pour. Très peu Primitif, d'investissement, aucun risque de perte, de trucs négatifs à l'exploration, c'est ça. pas de risque de te faire exploser, pas de risque de prédateurs, etc. Et juste une simulation constante d'apprentissage et d'impression de découverte. Et du coup, c'est le milieu évolutionnaire. On est au milieu de la forêt, on fait que découvrir des choses, mais il n'y a aucun risque et on a tout le temps des récompenses. Donc c'est Ouais, mais assez c'est un fou peu de ça. voir le... Ouais. Ah ouais. Alors je pense pas que ça a été conscientisé comme ça, mais en tous les cas, le résultat, c'est un peu ça, oui, c'est clair. Enfin, je pense, moi, je suis assez d'accord avec cette analyse, hein. Ouais, ouais. Je voulais savoir, parce que après là, ça sort peut-être du coup de vos travaux sur la perception temporelle, vu que c'est plutôt court. Mais comment est-ce que la perception temporelle, du coup, évolue au cours de la vie? Puisqu'on entend souvent l'idée que pour un enfant de 2 ans, une journée, c'est beaucoup plus long que pour un adulte, parce que quand on fait le ratio de durée de vie par rapport à la durée d'une journée, enfin voilà, etc. Mais, et du coup, je suppose que ça s'applique aussi pour les plus courtes durées. Est-ce qu'il y a du vrai dedans, ou est-ce que il y a peut-être l'enfant, ça paraît plus long au début parce que juste le système, une fois que l'atteint l'adolescence, ça devient un peu plus court. Une fois qu'on est adulte, ça reste pareil entre 20 ans ou 80 ans, enfin 25 ans et 80 ans. Il y a actuellement, des gens qui s'intéressent à ça, en fait, cet impact du temps qui passe en fonction de l'âge. Il y a des gens qui ont créé des sortes des questionnaires pour s'intéresser à ça, parce qu'en plus, l'idée, c'est ensuite d'appliquer ça dans les pathologies, parce qu'il y a des pathologies où ça aussi c'est déformé, la schizophrénie notamment, donc, peut-être un peu et tout l'autistique aussi, on ne sait pas trop. Mais le TDAH aussi, certainement. Donc, il y a, a priori, il y a réellement un passage du temps qui est très différent chez les jeunes enfants et chez les personnes âgées. Ça commence à être assez, on va dire, documenté. Alors, le pourquoi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Alors, en fait, il y a plusieurs raisons alors, déjà, on sait que quand on fait une mesure du temps, on peut la faire en cours, c'est ce qu'on appelle du temps prospectif, quand il est en train de s'écouler, ou de manière rétrospective. C'est-à-dire, je vais me rappeler du temps qui est passé. Alors, autant le temps prospectif, on va dire, il repose sur les processus dont j'ai parlé tout à l'heure, mais le temps rétrospectif, c'est une reconstruction de ce qui s'est passé, en fait. Donc, cette reconstruction, elle est basée sur la quantité d'événements. Il y a eu beaucoup d'études dans les années 90, au début des années 90 là-dessus, 80-90. En fait, le temps rétrospectif, il va paraître d'autant plus grand qu'il y a eu beaucoup d'événements euh, dans l'intervalle de temps auquel on s'intéresse. Et ça, je pense que ça joue un peu aussi, parce qu'un enfant, il a l'impression de faire plein de choses. Chaque chose est nouvelle. Il reçoit énormément de stimulation. En tout cas, son cerveau traite énormément de stimulation. Donc, quand le cerveau reconstruit, il a l'impression que le temps a été très long. En revanche, à l'inverse, des personnes âgées, ou même quand on prend de l'âge et qu'on refait tous les jours la même chose, il y a une routine, que c'est régulier, ben peut-être que quand on reconstruit, justement, il y a beaucoup moins d'éléments, parce que beaucoup moins d'éléments marquants, etc. Donc, je pense que c'est aussi lié pas mal à cette reconstruction temporelle. Euh,
Ouais, quand même, voilà, ça, à mon avis, ça, c'est un des facteurs, assez, impactants. Et après aussi ce que tu disais tout à l'heure, le temps que ça représente par rapport à ta durée de vie et tout, mais je pense que quand même c'est beaucoup basé aussi sur la reconstruction, temporelle, en fait. Parce que, quand on a le sentiment que, et parce que ça c'est vrai, hein, en vieillissant, on a vraiment le temps, l'impression que le temps passe vachement plus vite. Heu, Quand on arrive à casser la routine et à faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui sont plus excitantes, qui apportent plus d'émotions, de variation dans les émotions, et cetera, ben, on a, même avec un certain âge, on a le temps que l'impression que finalement, c'est comme si on ralentissait un peu le temps. Mais je pense que c'est ça, c'est un peu lié à cette reconstruction qu'on fait, en fait. Donc je pense peut-être ça peut être un aspect, ça, c'est une explication potentielle, ouais. Et du coup, peut-être aussi à la surcharge cognitive, enfin, le fait du coup de toujours courir partout et donc de pas forcément avoir le temps d'enregistrer les souvenirs ou en Aussi, tout cas d'avoir toujours l'attention quelque part et du coup, elle compte plus peut-être le temps, etc. Et donc au final, ouais. Ça, c'est sur le temps qui passe. Pour le coup, c'est comme ça qu'on peut aussi expliquer, cette sensation du temps qui passe à l'instant T, quoi. Au fur et à mesure qu'il est en train de passer. Il nous échappe parce qu'on a tellement de trucs à faire que, et tu vois, on est dans une autre posture, en fait. C'est 2 postures différentes. Soit je suis après et j'essaie de réévaluer le temps qui est passé, soit je suis en train de le vivre et en fait, finalement, ça, les impacts sont différents, en fait. mais justement, est-ce qu'ils ont regardé en fonction de comment est-ce qu'on le vivait par rapport à comment est-ce qu'on s'en souvenait? Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que ça peut être arbitraire, etc. Bah, dans les questionnaires qui sont actuellement construits, là, parce qu'en plus, c'est tout dans l'équipe, nous, il y a une chercheuse qui travaille un peu là-dessus. Il y a tous ces aspects. Donc, je pense qu'après, ils vont pouvoir faire des corrélations, justement, entre ces différents aspects et voir si ça fonctionne ensemble, s'il y a des corrélations intéressantes qui sortent. Mais là, c'est en train d'être, voilà, c'est en train d'être Ouais. développé, tout ça. Mais je pense que c'est un peu l'idée, justement, essayer de voir les liens entre le temps vécu et le temps souvenu. Oui, c'est ça, parce que je peux imaginer que par exemple, une attente dans une salle d'attente, ça peut paraître une éternité, mais niveau simulation, il y a tellement rien qu'en mémoire, on se Mmh, rappelle pas forcément des c'est événements ça. distincts, et du coup, peut-être qu'après, en souvenir, on a l'impression que c'est passé assez vite. Ouais, ouais, je pense que, ça oui, ça, je pense que ça marche comme ça. Ça, il y a eu des études faites là-dessus qui montraient vraiment ça. Par exemple, des études qui ont montré l'impact de l'attention là sur la double tâche, c'est-à-dire quand on veut faire plusieurs choses à la fois, que ça, le temps en cours paraît plus court, etc. Il y avait aussi les mêmes études qui avaient été faites en rétrospectif et on avait exactement l'effet inverse, en fait. Donc plus on lui faisait faire, quand tu faisais des doubles tâches, le temps souvenu lui paraissait plus long que le temps que lorsqu'il faisait une seule tâche, parce que justement il avait traité plus d'informations. Ça a vraiment bien été montré dans les années 80. Mais là, voir, à une échelle un peu plus grande, on va dire, entre temps, sur une échelle de vie, quoi. Donc, c'est ceux qui veulent essayer de notamment regarder là dans certains questionnaires qui sont en train d'être développés. Donc, on aura bientôt les réponses. Et pour finir l'épisode, j'ai une question, je sais pas trop s'il y a une réponse à cette question. C'est comment est-ce qu'on pourrait utiliser notre attention, parce que je pense que ça passera par l'attention, pour au mieux, enfin, tirer le plus de, pas de bénéfices, mais le plus de bonheur, le plus de joie du temps qui passe. De peut-être quand on est pris par exemple dans cette idée que le temps passe trop vite, qu'on déborde, comment est-ce qu'on peut essayer de revenir et avoir l'impression de réapprécier le temps de façon à ce que peut-être après on ait plus de souvenirs ou en tout cas qu'on ait l'impression d'avoir plus de satisfaction dans le temps qu'on a vécu. Bah, là, tu vois, cette question, je vais pas y répondre en tant que chercheur. Oui. Je vais y répondre en tant qu'individu, je pense, parce qu'à l'âge que j'ai, encore on est un peu là-dedans. Et moi, je pense que purement avis personnel et pas du tout fondé sur des arguments scientifiques, je pense qu'il faut arriver à ralentir le temps en vivant plus. Et c'est pas un scoop, hein, parce que je pense pas être la seule à penser ça. En vivant beaucoup plus de l'instant présent, en fait. Et parce que en, et finalement, en vivant l'instant présent, on se refocalise sur ce qui est en train de se passer, donc on remet de l'information dans le temps présent, de l'émotion, des souvenirs, et cetera, et je pense que c'est ça le meilleur moyen de, c'est ralentir le temps présent, et la seule solution, c'est de se refocaliser dessus, en fait. Donc bien avoir conscience, donc vivre tout pleinement, le plus pleinement possible. Enfin, ouais, je pense que ça doit pas mal jouer, ça. Ça, c'est la sagesse qui me fait dire ça, les années. Mais ouais.
Donc ça, rien de scientifique, mais pas totalement quand même déconnecté des données scientifiques. Ça me rappelle une citation de Sam Harris, qui est pareil, un neuroscientifique, un petit peu philosophe, qui disait que justement, lui qui est spécialisé sur les effets de la méditation, etc., et qui disait que le seul endroit dans l'espace et le temps qui compte, c'est celui sur lequel on pose notre attention, que justement on peut être avec des amis en terrasse, donc avoir le temps et l'espace, mais si on est sur l'attention dans nos pensées, on n'en tire aucune valeur. Et du coup, c'est vraiment à chaque fois cette coïncidence entre l'espace, le temps et l'attention qui devient le seul moment de valeur sur lequel on peut se baser pour avoir de la joie dans notre vie, etc. Tout passe, du coup, tout est filtré par l'attention et l'endroit où est-ce qu'on la pose au moment. Et du coup, forcément, après le temps et l'endroit, mais que s'il n'y a pas l'intention qui vient pointer du doigt le bon endroit et le bon moment dans le temps, ça enlève toute la valeur. Enfin, ça fait qu'il y a de la valeur ou non à ce qui se passe autour de nous. Ah ben, je suis 100% d'accord avec cette personne. Je pense que c'est tout à fait juste. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec cette proposition, ouais, cette analyse. Merci beaucoup, Laurence. Bon, ben, avec plaisir. Le temps est C'était un passé très vite. plaisir. Oui. C'était un Pour plaisir de moi, en faire tous cet les cas. épisode. Oui, oui, moi aussi. C'est génial. Merci Très bien. beaucoup et au plaisir de se revoir Merci. bientôt. Au revoir. Ok, au revoir.